Bonsoir, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de ce qui fait votre quotidien. Asiba et Julie attendent vos appels au 39 21 avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission ce soir. Et si vous souhaitez réagir à un témoignage, vous pouvez envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 2 heures d'échange, 2 heures de partage, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres. C'est maintenant sur Europe 1. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Je vous écoute bonsoir. Marie. Donc, oui, je vous appelle parce que depuis plusieurs années, mon mari s'en va à la pêche et il me laisse toute seule. Enfin, moi, je veux pas aller avec lui, donc de ce fait, il s'en va tout seul. Et je lui en veux terriblement. Alors, je comprends pas qu'il puisse faire ça. Voilà, alors je me pose la question, est-ce que c'est lui qui a une attitude normale et est-ce que moi, de lui en vouloir, est-ce que c'est normal? Voilà. Vous lui en voulez d'être un pêcheur? D'être un pêcheur, si on veut, pas trop, mais c'est le fait qu'il s'en aille, quoi. Qu'il vous laisse. Qu'il puisse faire ça, oui, parce que on a 40 ans de mariage, voilà. Et on s'est jamais quitté, quoi. Oui. On a toujours resté ensemble. Alors justement, cette activité, il pêche depuis qu'il est à la retraite? Non. Il pêche depuis, ça a pris ça comme ça, on va dire, il y a 15 ans, quoi. D'accord, il s'est découvert une passion pour la pêche. Voilà, oui, c'est un petit pêcheur dans le temps, mais maintenant il s'est devenu... C'est un grand pêcheur devant l'Éternel. Un grand pêcheur de truites. D'accord. Il s'en va à la montagne et c'est vraiment une passion, quoi. Il s'éclate là et moi, en fait, je suis, on va dire presque, je suis jalouse, quoi, Oui, de cette activité, de cette passion. De cette passion parce que elle implique qu'ils partent quelques jours. Quelques jours, oui. 4 jours, pas tous les mois, pendant toute la période de la pêche, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Qui dure combien de temps? La pêche, elle dure 7 mois. 7 mois quand même, oui. Quand même, oui, voilà. C'est ce que je lui dis. D'accord. Je lui dis quand même, ça fait long, et enfin, ça fait souvent, il faut partir. Bon, il s'en va à la montagne, ça fait à 2 heures de route de chez nous. Et voilà, et puis bon, il se lasse pas, malgré qu'il a mal aux épaules, qu'il se fait presque mal, on va dire. Oui, c'est un plaisir. Bon, voilà. Il a un réel plaisir. Il s'est découvert une passion. Voilà, il a une passion. Et moi, je lui dis, écoute, je sais pas ce que tu dirais si moi je partais comme ça, avec ma passion. Mais il me dit, mais moi je viendrai avec toi. La différence. Alors que moi, je veux pas y aller. Enfin, je veux pas y aller. Tout dépend quelle serait votre passion, après tout. Bon, parce que là, la preuve, il vous a proposé d'ailleurs de l'accompagner. Vous n'avez pas envie, vous vous ennuyez. Non, je m'ennuie pas du tout parce que bon, lui pêche, moi c'est pas ça, c'est que je trouve pas le temps et je me dis que je peux pas me permettre de partir aussi souvent parce que bon, on a du travail à la maison, on a des animaux, tout ça.
Oui. Et c'est lourd. Bon, on a quelqu'un pour le garder. En fait, c'est l'excuse qu'il donne. Il dit, en fait, l'excuse, c'est vrai en plus. Il y a quelqu'un qui peut faire le travail. Mais bon, c'est toujours quand même... Vous avez une ferme? C'est pas vraiment une ferme, c'est pour nous, c'est pour notre consommation personnelle. On vit un peu en autarcie. Oui. C'est un plaisir, quoi, du jardin, tout ça d'ailleurs, oui. Oui, oui. Le potager que j'entretiens, que j'arrose, qui demande beaucoup de présence. Mais c'est que ça vous plaît pas trop non plus, finalement, parce que sinon vous pourriez le suivre de temps à autre. Si, ça me plaît, mais j'ai pas le temps. Si. Oui, mais quand on a vraiment envie, on trouve le temps. Ben, je sais bien, mais c'est difficile, quoi. J'ai aussi envie de rester faire le travail que je fais ici, quoi. Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut vous dire. C'est peut-être ce qu'il faut vous dire, Marie. Mais je me le dis, mais je me dis que lui aussi il pourrait se dire la même chose. Mais vous lui en voulez de quoi, au juste? De vous délaisser, de vous laisser faire tout le travail? Non, parce que le travail, il dit que j'ai qu'à pas le faire, hein. Voilà. Il trouve une raison à tout. Il dit qu'il faut en profiter, qu'on a le droit d'en profiter et que voilà. Il a pas tort. Eh oui, c'est ce qu'on me dit toujours. Mais moi, je le conçois pas trop comme ça. Et là, je suis très en colère. C'est pour ça que je vous appelle. Ouais. Parce que je vous écoute souvent, bien sûr. Et j'ai dit, tiens, il est pas là. Je vais appeler Caroline. Il est à la pêche, là, en ce moment? Il est à la pêche en ce moment. Donc, j'en profite. Oui. Et là, je suis plus en colère que jamais parce que, d'ailleurs, il m'appelle le soir et je lui réponds pas. Et je suis en colère parce que, bon, on est parti cet été, on est parti à la pêche aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, les seules fois où on part, excepté certaines d'autres, quand vraiment il y a des cas de force majeure, où on part, et bien, les seules choses où il me tient vraiment tête et où il s'impose, c'est quand il doit aller à la pêche. Après, il laisse courir. Oui. Oui, je crois que vous ne le ferez pas changer d'avis là-dessus. Ou si vous lui imposiez vraiment, si vous lui demandiez de renoncer, ça se passerait très mal au sein de votre couple. Mais je le crains aussi. C'est pour ça que vous le savez au fond. Je le sais, oui. Mais c'est vrai qu'une passion peut devenir une maîtresse envahissante au sein d'un couple. Exactement. Donc, je suis jalouse de ces truies. Oui, mais même si elles sont très bonnes. Mais vous en profitez. Ça serait pas le cas si c'était une maîtresse. Exactement. Bon, donc au moins vous pouvez, il vous les ramène et voilà, vous pouvez en profiter ensemble. Lui, il se fait plaisir, il se détend. C'est la pêche, il y a une activité comme ça où il est là au bord de l'eau, il se vide l'esprit aussi. Il a besoin de ça et il repart certainement plein d'énergie. Après. Il est très heureux, très. Oui, certainement. C'est vraiment, ça lui tient vraiment, c'est une véritable passion. Et c'est pas contre vous, c'est pas dirigé contre vous. Je sais, oui, tout à fait. Donc vous, pourquoi ça crée chez vous une telle colère et un tel ressentiment? Mais parce qu'il fut une époque de notre vie où il était presque, il était d'ailleurs d'une jalousie excessive, d'accord, presque maladive, je vais dire, et infondée, quoi, une jalousie infondée. Oui, d'accord. Et il ne m'aurait pas quitté d'une semelle. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler et on s'est mis à travailler ensemble. Et parce que, pas vraiment pour ça, disons, les circonstances ont voulu que ça arrive comme ça, parce qu'on avait un enfant qui est né et ça a solutionné beaucoup de choses. Et donc, et c'est de ça que, alors maintenant, parce qu'on a un âge un peu avancé, n'est-ce pas? On a 60 ans passés. Et qui se permet de me laisser comme ça, quoi. Mais dans un sens, c'est quand même, c'est mieux. Heureusement qu'il est sorti de cette jalousie maladive. Oui. Puisque pour vous, ça devait être assez infernal cette époque-là. Oui, c'était infernal parce que
Alors vous dites vous avez arrêté de travailler, enfin, mais vous n'aviez plus de vie. Et paradoxalement, aujourd'hui, où il peut vous laisser respirer, où il peut de son côté prendre de l'autonomie, eh bien, c'est vous qui le vivez mal. Non, mais il y a très longtemps non, j'ai arrêté de travailler, mais je travaillais avec lui. Je travaille encore avec lui, d'ailleurs. Vous travaillez ensemble? Oui, on a toujours ça fait 40 ans presque qu'on travaille ensemble. J'ai très peu travaillé, quoi, en dehors de l'activité ensemble, quoi. Mm-hmm. Mais voilà, quoi, il y a toujours ce truc qui me... Ça m'agace. Oui, pardon. Ça m'agace que ça le passionne autant, quoi. Au détriment, on va dire presque au détriment un peu de sa santé, parce que il a été opéré du bras justement, et puis il a toujours un peu mal. Écoutez, Marie, c'est pas la pêche quand même qui va mettre sa santé à mal. Hein. L'épaule lui fait mal quand... Ah oui, le lancer, oui, mais enfin oui. Bah, écoutez, il s'arrêtera s'il sent que... Je crois que le problème est ailleurs, hein, et vous le savez au fond. Vous le savez. D'ailleurs, messieurs, vous voyez, on danse le Vous avez du mal à supporter qu'il s'éloigne de vous et ne pas tout faire ensemble. On se demande, à un moment, sa jalousie, dites-vous maladive, vous faisait souffrir. Et en même temps, aujourd'hui, où il est sorti de cette jalousie maladive et où il est plus dans l'autonomie, c'est vous qui avez du mal à l'accepter. Un couple peut aussi avoir des centres d'intérêt différents, ne pas être tout le temps ensemble. Vous travaillez déjà ensemble. C'est peut-être bien que vous ayez des respirations et de pas être toujours ensemble. C'est pas qu'il soit pas là qui me gêne, parce qu'en plus... Mais qu'est-ce qui vous gêne alors? Quand il est pas là, j'aime bien me retrouver seule. Je fais ce que je veux, comme je veux. C'est très bien ça. Mais ce qui me gêne, c'est que... d'ailleurs, je voulais vous dire tout à l'heure que cette fois-ci, ça a dépassé... c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que on a passé des vacances ensemble une semaine, cet été-là, et donc qui ont été un peu plus longues. Donc je suis partie avec lui à la pêche, donc. Et j'ai dit, bon, mais écoute, puisqu'on a fait plus de frais que d'habitude et que, ma foi, bon, tu as l'épaule qui te fait mal, écoute, en septembre, tu n'iras pas à la pêche, ça va, ça suffit pour cette année, basta. Eh ben, il a entendu ce que j'avais dit, et puis, moi, j'ai pas trop insisté non plus, et bien, il a remis ça. Oui, mais il continuera, hein. Il a remis ça, et alors là, voilà pourquoi, là, je trouve que je suis pas jalouse, mais je me dis que quand même, il exagère un peu, quoi, des fois. Il pourrait faire abstraction et se dire, bon, ça va, on a des choses à faire, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à finir. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même un compromis, qu'il puisse faire des choses avec vous aussi, et des choses pas seulement dans le cadre du travail, mais aussi que vous puissiez passer des moments agréables ensemble. Quand vous dites vous aimez danser le rock, vous aimez... Oui, mais il a mal à l'épaule maintenant. Oui, mais alors là, c'est vrai que pour le coup, vous avez raison de dire il a pas mal à l'épaule pour aller pêcher, mais quand il s'agit de vous amener danser, là, il a mal à l'épaule. Je comprends que vous soyez pas très contente. Ça se conçoit. En plus, moi, comme je veux pas qu'il se fasse mal, on a arrêté de danser depuis quelques années. Mais il faut pas danser le rock acrobatique. Oui, pas acrobatique, mais même sans acrobatique, ça tire dessus, sur les épaules. Ah oui, le rock, oui. Et puis il a des tendinites, enfin il est très mal fichu un peu. Mais est-ce qu'il fait est-ce que vous faites des choses ensemble en dehors de votre activité professionnelle? On vit ensemble, on s'occupe de la maison ensemble. Après, on pourrait bien... Lui, il aimerait qu'on parte plus souvent en vacances. Pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien, on le fait pas parce que on a le temps on n'a pas le temps. Oui, mais alors Marie, j'ai l'impression que vous aussi, peut-être... oui, je suis très dure, moi aussi, à bouger, oui. Oui, peut-être que vous avez du mal à vous accorder un peu de plaisir. Oui.
Pour l'instant... Hormis la danse, hein, ça vous aimez bien. Là, c'est un moment où vous vous accordez le droit de relâcher, de vous détendre. Mais peut-être en dehors de ça, c'est compliqué. Parce que vous voyez, votre mari vous propose, me dites-vous, de partir, de prendre un peu des vacances, et c'est vous qui, semble-t-il, dites non. C'est dommage. Je dis non, et mais si forcer un peu plus, eh ben peut-être que je me laisserai faire. En fait, il est un peu individualiste. Pour ses plaisirs à lui, bon, il va être tenace, il va s'imposer. Et puis après, il faudrait... Ah oui, non, mais Marie, attendez, là, il faut quand même... là, il faut pas non plus jouer trop avec lui. Hein. S'il forçait, voyez, il vous le demande, il va pas vous supplier non plus. Hein. Eh ben, oui. Vous voulez pas qu'il se mette à genoux pour vous supplier de partir en vacances. Non, il faut quand même... Non, mais vous avez votre fierté, d'accord, mais enfin, il faut pas exagérer non plus. Il pourrait trouver des plans, des trucs intéressants parce que... non, mais enfin, écoutez, il vous propose de partir. Bon, c'est plutôt agréable comme proposition. Vous n'allez pas... Oui, non, mais Marie, vous êtes maintenant un peu dans un esprit... il faut pas avoir l'esprit revanchard non plus. Vous lui en voulez, d'accord, vous êtes en colère, vous l'exprimez, mais si du fait que vous êtes en colère contre lui, après tout ce qu'il vous propose, vous lui dites systématiquement non, c'est dommage parce que ça va empoisonner l'ambiance au sein de votre couple, et finalement, c'est aussi à vous-même que ça se retourne contre vous-même, hein, parce que c'est vous rendez malheureuse dans cette histoire. Lui, il s'échappe. Hein, ça va pas du tout améliorer la situation. C'est-à-dire que ça va faire en sorte que votre mari, il aura de plus en plus envie de s'éloigner et d'aller pêcher. Parce que plus vous allez être agressive avec lui, plus il aura envie de prendre le large et d'aller rejoindre ses truites. Et vous, plus vous allez être en colère et malheureuse. Donc il vaut mieux un petit peu prendre ça, vous voyez, un peu dédramatiser les choses. Et bon, il a ses week-ends où il va pêcher, mais trouver un compromis où vous pouvez aussi passer du temps ensemble. Voilà. Oui. Parce que la colère, à un moment, si vous êtes en colère, ça va se retourner contre votre couple et contre vous. Hein. Je sais bien. S'il vous sent trop agressive, c'est pas ce qui va non plus le faire qu'il va se rapprocher de vous. Donc c'est un petit peu dommage. Oui, mais moi, quand même, je trouvais qu'elle exagère. Voilà. Ah ben oui, mais ça, bon, d'accord, mais après, soit vous vous enfermez dans cette idée, vous pouvez vous enfermer dans cette idée, et puis rien ne bouge, ou soit à un moment, vous vous dites... ok, c'est comme ça, il a cette passion, mais à côté de ça, l'important c'est qu'on puisse faire continuer à faire des choses ensemble, et puis que vous puissiez peut-être de côté faire des choses un peu pour vous-même. Alors il y a Nadège qui dit n'avez-vous pas peur d'être un peu seule avec vous-même? N'attendez-vous pas trop de lui? Il y a Lily qui dit est-ce que vous aimeriez que votre mari vous réserve plus de surprises? Exactement. Oui, mais en même temps, quand il vous réserve, quand il vous parle de partir un peu, de partir en vacances, bon... Il fait qu'en parler. Comme il sait que je suis un peu réticente, il attend, parce que lui, il impose pas. Alors quand je vois ça... sautez dessus. Sautez dessus. Quand il vous en parle, voilà, vous sautez sur l'occasion. Je vous ai pas tout dit, mais justement par rapport à cette fois-ci, je lui dis, on devait partir chez une amie. Elle nous a proposé de passer 2 jours chez elle, là, c'est à cette période.
On n'a pas encore eu le temps d'y aller, de le trouver. Et je lui ai dit, tu vois, on doit aller chez elle, là aussi, parce qu'à force de partir, on n'a plus... Le temps nous est compté aussi, hein, on n'a pas que ça à faire. Alors, je l'ai mis au pied du mur, justement. Alors, il me dit, oh, comme je sais que tu n'es jamais décidé à partir, et voilà. Il n'a pas trop cherché à comprendre, et il est parti à la pêche. Eh bien, surprenez-le. J'ai dit, tu me prends de court, là. Attends, je vais pas partir demain. Je vais quand même me préparer pour que je mette ça sur pied. Bien sûr. Ben, surprenez-le. Dites-lui finalement, j'ai réfléchi à ta proposition. Mais ça va lui faire trop plaisir. Il aura eu sa pêche mais vous voyez comme vous vous enfermez dans un petit jeu comme ça de un peu attends, tu m'as fait ça, je vais te faire ça, je vais te punir. Mais finalement, qui punissez-vous dans l'histoire si ce n'est vous-même, parce que vous êtes en colère, vous êtes malheureuse quand il n'est pas là. Donc soit vous continuez à vous punir vous-même, soit à un moment vous dites bon, j'essaye de faire en sorte de pouvoir aussi passer des moments agréables avec lui. Vous voyez, il faut essayer de vous rendre la vie plus douce, ou alors de vous l'empoisonner. C'est ce que vous êtes en train de faire. On va accueillir Fabienne qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Fabienne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais je vous écoute en m'amusant beaucoup parce que j'ai le même âge. Et mon mari adore la pêche. Alors, ça est venu d'un coup. Vous avez vous-même un mari pêcheur. Voilà, tout à coup, il n'y avait plus que ça. Il fabrique des mouches, il part avec ses amis. Mais franchement, il adore ça. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, pendant ce temps, je fais autre chose. Alors, moi, j'adore le bridge et puis je joue au bridge. Et voilà. Ouais. Et voilà, il est content, il est ravi. Pourquoi voulez-vous que je lui demande de venir avec moi assister à des tournois de bridge? Il va s'ennuyer. Et moi, aller le regarder pêcher, ça ne m'amuse pas plus. Alors, ma foi, il part quelques jours, il revient. Et quand il revient, il est content, il a plein de choses à raconter, moi aussi. Et oui, c'est un bon compromis. Voilà, je pense que après 42 ans de mariage, on n'est pas obligé d'être ensemble tous les jours. Et on a beaucoup de plaisir après à se retrouver, beaucoup de choses à se raconter. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas que je veuille être ensemble avec lui tous les jours, hein. C'est pas là le problème. Moi aussi, je suis très bien toute seule, sauf que quand lui s'en va comme ça, il laisse tout de côté, il va prendre son pied, on va dire. Et alors, j'ai encore une différence quand même, c'est que moi, il ne me ramène pas de poissons. Ah. Parce que les vrais pêcheurs à la mouche remettent les poissons dans l'eau. Donc non seulement ils pêchent, mais ils n'en ramènent pas. Ah, c'est bien pour les poissons. Et en plus, vous n'avez pas les cuisiner, donc il est merveilleux. Oui, on peut voir ça comme ça. Mon mari, il critique les pêcheurs à la mouche. Ah. Bon, enfin, écoutez, on va pas faire un cours de pêche. Allez, on va pas faire un débat sur la pêche. Non, parce que lui, le soir, il y a une émission comme ça sur voilà, sur la pêche. Merci beaucoup, Fabienne de votre réaction. Merci. Bon, Fabienne, c'était précis, net, et elle avait peut-être au bridge après. Hein. Oui. Y a Yves qui dit mais attention, peut-être que votre mari a adhéré à la pêche pour échapper à vos exigences. Il s'est peut-être aménagé un jardin secret. Il a le droit aussi à un petit jardin secret comme ça. C'est ce que vous disait un petit peu Fabienne, c'est-à-dire que il est pas secret en plus puisqu'il partage avec vous. C'est d'avoir un petit coin comme ça à soi. Et encore une fois, c'est pas contre vous. Maintenant, c'est vrai que c'est important que vous puissiez avoir, je vous le redis encore une fois, et ce sera un peu ma conclusion. Des activités aussi que vous puissiez partager ensemble en dehors de l'activité professionnelle et des activités que vous faites autour de la maison, du potager et des animaux en commun, mais des choses qui consolident votre lien de couple. Mais attention de ne pas vous enfermer dans un jeu relationnel où, comme vous êtes en colère, vous le punissez et lui, du coup, va fuir. Voyez, parce que finalement, en le punissant, vous vous punissez vous. Donc, c'est un jeu un peu dangereux. Voilà, Marie. J'ai compris. Je savais. Allez, bonne soirée. Vous alliez dire tout ça. Oui, ça va peut-être pas dans votre sens, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Non, ça va pas dans mon sens, mais c'est vrai que
Non, mais... Vous ne pouviez pas me dire autre chose que ça, quoi. Eh oui, vous le saviez quand même, vous le saviez. Je savais, ça je savais déjà, mais au cas où. Au cas où, vous auriez peut-être voulu entendre autre chose, mais bon, non. Allez, bonne soirée, Marie. Oui. Voilà, dit d'une façon qui me fasse, voilà, comme vous l'avez dit, quoi, à réfléchir. Oui, ça serait dommage c'est important de vous rendre la vie plus douce avec lui et de pas l'envenimer comme vous êtes en train de faire. Hein? Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Marie. Merci, au plaisir de vous avoir entendu. Merci, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Icar Lapdance, des réactions qui arrivent par mail au témoignage de Marie qui avait un problème par rapport à la passion de son mari pour la pêche. Antoine dit que Marie goûte à la chance d'avoir un mari retraité qui a une passion. On entend parfois la plainte inverse. Ne pouvez-vous pas la partager, ne serait-ce qu'un peu de temps en temps? Ce serait un beau moment de partage. Et vous, Marie, quelle est votre passion? Demande Antoine. Héliotrope dit « Laissez-le respirer un peu et vivre sa passion. C'est nécessaire de pouvoir vivre sa vie à soi. » Parfois. Et puis, le subversif dit « Tout le monde, n'ayant pas la particulière fantaisie d'aimer regarder son conjoint pêcher, trouvez donc à vous satisfaire de votre côté durant la chose. » Oui, ce qui revient à dire, peut-être essayer de vous trouver, vous, une passion, comme Fabienne nous le disait, ou quelque chose qui vous occupe, en tout cas, qui fait que vous vous sentiez peut-être un peu moins délaissé, un peu moins abandonné. On va accueillir maintenant une autre Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Oui, bon, j'avais donc appelé hier soir parce que voilà, il m'est arrivé un événement familial très difficile, à savoir que j'ai un frère qui était malade depuis déjà quelques années puisqu'il avait eu un infarctus et plein de conséquences, etc. et qui a rompu avec sa famille, c'est-à-dire ma mère, ma sœur et moi-même. Et il refusait absolument de voir qui que ce soit. Déjà qu'il y avait des conflits familiaux avant. Bon, à partir du moment où il a été malade, on a tenté des approches, on l'a appelé, on a essayé de le voir. Il a toujours refusé. Il s'est terré dans son truc. Et puis là, il voulait voir personne. Il se sentait, je pense, diminué. Il se sentait, voilà. Mais depuis cet infarctus ? Oui. Il avait pris sa retraite et quelques jours après, d'après ce que je crois me souvenir, il était donc chez son fils et puis il a eu un infarctus très très grave. Il était resté, je sais pas combien de temps, très longtemps, 1 heure en réanimation. Enfin, les pompiers ont aussi le ranimé très longtemps. Il avait eu des problèmes intestinaux, les intestins s'étaient paralysés pendant je sais pas combien de temps. Et depuis, il a gardé des grosses séquelles, il a refait des infarctus dessus. Et là donc, hier, on a, par hasard, parce que moi j'ai ma sœur, avec qui on était aussi un petit peu en froid là depuis quelque temps, qui a appris par de la famille un peu éloignée qu'en fait il était décédé le dimanche et qu'il avait été enterré mercredi. Et moi je l'ai su hier. Ah oui, vous n'avez rien su ni son décès, ni même son enterrement, vous n'avez pas été prévenu? Ah non, personne nous a prévenus. Pas ses enfants Ah non, personne. C'est incroyable que ses enfants ne vous aient pas prévenus. Ben, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas vraiment. Maintenant, il y a son fils aîné qui est mon filleul. Même si on était en froid un peu et tout, moi, pour des raisons professionnelles, il m'arrive un peu de le croiser, d'avoir des clients communs, enfin voilà quoi. Et vraiment, voilà. Donc, ma sœur a appris son décès et en fait, elle m'a appelé mercredi et hier, et puis on s'est dit, voyons, qu'est-ce qu'on fait pour maman, quoi. Alors, sur le moment, ma sœur, elle m'a dit, non, lui dis pas maman, on va la préserver, parce que c'est vrai que très souvent, elle nous disait, je vais mourir, je vais pas revoir mon fils, parce qu'elle lui avait téléphoné plusieurs fois, et elle lui avait dit, je vais prendre un taxi, je vais venir te voir, et il avait dit, non, surtout pas, tu viens pas, je veux pas, etc., quoi. Et donc, voilà, et donc, maman, elle a 83 ans. Oui. Et donc,
hier, on était là à se dire qu'est-ce qu'on fait. Alors bon, sur le coup, bien sûr, c'est facile de se dire on va pas lui dire quoi. Et puis après, on s'est dit que c'était pas raisonnable dans la mesure où d'abord elle a le droit de savoir, et en plus elle peut être amenée à n'importe quel moment, puisqu'il avait habité son quartier, de croiser quelqu'un qui va le lui dire et qui va le savoir. Oui, tout à fait. Et on peut très bien lui présenter des condoléances et qu'elle se trouve au supermarché ou je sais pas où à découvrir ça. Oui. Ou même de la famille qui va l'appeler ou qui va lui écrire pour lui dire, hein, voilà, pour lui présenter. Tout à fait. Donc moi j'ai dit non, après réflexion, je dis à ma soeur non, il faut qu'on lui dise. Oui. Alors on avait appelé le médecin pour qu'il vienne aujourd'hui, au moment où ma soeur arrivait, parce qu'elle n'habitait pas ici non plus, et manque de peau, bon voilà, il a eu une urgence, il n'a pas pu être là au bon moment, et finalement on a décidé de le lui dire. Voilà, parce que hier je vous ai appelé, je savais pas trop, et alors tout à l'heure on lui a dit quoi, à midi, quand elle nous a vu arriver déjà toutes les deux, comme on était un peu en froid, elle a trouvé un peu bizarre, et puis après quand on lui a annoncé, je pense qu'elle a réagi bien, quoi, bien sûr, c'est quelqu'un de fort, maman, hein. Mais bon, elle nous a fait des crises de larmes, évidemment. Elle a refait l'histoire. Bon, j'avais pris ma journée, ma soeur aussi. Elle a refait le film de mon frère, de quand il était jeune, etc. Et je lui ai dit, si tu veux, je t'emmènerai sur la tombe. Et alors, du coup, cet après-midi, c'était à 1h d'ici, on est parti sur sa tombe, quoi. Donc, oui, c'est important, puisqu'elle n'a pas pu assister aux obsèques. Oui, voilà. Oui. Et donc, on l'a amené. Je viens de rentrer à l'instant. En fait, on y est parti à 14h, on y est allé. Et on est rentré là. Je suis arrivée chez elle. Il y a ma soeur qui dort. Même pour vous, d'ailleurs, parce que finalement, tout ça est un peu, peu abstrait et réel. Vous n'aviez plus revu votre frère et vous apprenez à la fois qu'il est décédé, qu'il est enterré, donc ça concrétise les choses, ça matérialise les choses quand même. Oui, non mais tout à fait, tout à fait. Et et puis bon, ça remue des choses, hein. C'est clair que c'est difficile. Forcément, c'est compliqué et ça, c'est forcément compliqué et douloureux quand il y a une distance qui s'était installée comme ça. Oui, de son fait en même temps, hein, si je comprends bien. Oui, c'est lui. Oui. Oh, mais c'était il s'était coupé. Il était en dépression. Il y avait. Je pense. Pensais qu'il y avait une dépression. Oui. Du peu que je pense qu'il avait. Vous savez, comment vous dire, il avait un métier pétrolier et je pense qu'il n'avait pas eu une hygiène de vie, sur certains plans, et il en a payé un peu les conséquences, vous voyez. Donc. Oui, mais pour autant, même s'il avait des problèmes graves de santé, après qu'il se soit comme ça isolé, coupé de vous, enfin, c'est-à-dire que vous dites que c'est suite à ces problèmes graves de santé qu'il s'est coupé de vous, ou il y avait déjà des différends familiaux? Il y avait des différends familiaux. Oui, il y avait des différends. Il y avait des différends familiaux, oui. Il s'était déjà fâché avec maman, ma oui, soeur. C'est ça. Moi, j'avais fait une dépression il y a 20 ans, puis je m'étais coupée aussi de la famille pendant 8 ans. Je l'avais revu après. D'ailleurs, il pensait que j'avais continué à revoir ma mère, mon père et ma soeur, et pas lui, quoi, voilà. Alors, je disais non, moi j'ai eu besoin de couper avec tout le monde, mais j'ai revu personne. Et ça, il le vivait très mal. Mais c'était quelqu'un qui parlait pas. Mais quand je dis il parlait pas, c'est qu'il parlait pas. Des fois, il me téléphonait, restait au téléphone pendant une demi-heure, il ne disait rien. Et, donc c'est vous qui parliez? Pardon, c'est que moi qui parlais. Ah oui. Et quand c'est pour ça que j'ai jamais compris comment il était, j'ai jamais compris son caractère. Et quand au début que j'étais mariée, que j'avais mon fils, qui était petit, il avait 3 ou 4 ans, mon ex-mari était aussi dans le même travail que lui, puisqu'il faisait l'étranger aussi. Et quand il savait que j'étais seule, il venait, il amenait quelque chose pour mon fils, mais il restait chez moi, mais il ne me parlait pas, il disait rien. J'ai jamais compris je n'ai jamais compris. J'en ai parlé ce soir avec ma sœur et tout. On ne le comprend pas. On ne sait pas pourquoi.
Alors bon, et après il y a peut-être des choses, il s'est marié, mais bon, je n'ai pas envie de refaire cette histoire, c'est trop tard maintenant, et puis voilà, il a eu des problèmes. Vous n'avez pas envie de la refaire, et en même temps, on peut comprendre qu'à ce moment-là, vous allez la refaire, là, parce que tout va revenir. Vous allez essayer de comprendre un peu, même s'il y a des choses qui vous échappent, parce que finalement, ça reste très énigmatique, la personnalité de votre frère. On a notre vision des choses. Sauf que, après tout, il avait sa vie, il avait sa femme. Nous, on a une opinion là-dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on sait. Mais après tout, comment il les a vécues, lui? Comment il a géré ça? Est-ce qu'on a raison? Est-ce que vous envisagez de rencontrer peut-être sa femme, ses enfants? Eh bien, figurez-vous que... Je ne sais pas. J'en sais rien. Elle avait appelé maman 2 ou 3 fois le soir, mais je pense qu'elle n'était pas non plus très... Voilà, dans un état très normal. Et quand avant il y a 2 ans, 3 ans, alors qu'il était malade. Oui, de temps en temps, elle éprouvait le besoin d'appeler maman, mais des fois d'être méchante avec elle. Mais bon, elle n'était pas dans un état très normal quand elle l'appelait, si vous voyez ce que je veux dire. Et votre frère a des enfants, hein, vous me dites? Tout à fait, 3 enfants. 3 enfants qui ont quel âge? Alors, 42, 37 et... Non, 37, c'est la dernière. Hein. Et il y en a une qui a 39, quelque chose comme ça. Oui. Qui ont des enfants aussi. Oui. Alors aussi, bon, en fait, hier, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai appris parce que, bon, quand ma sœur est arrivée, je vous dis, on était un peu en froid aussi depuis un petit moment. Dans la famille, c'est un peu compliqué. Mais oui, semble-t-il, oui. Oui, tout à fait. Et donc, comme on était en froid, des fois, je disais, vous savez, comme on dit, des fois, quand on discutait, elle me disait, moi, s'il arrive quelque chose à maman, je le préviendrai. Alors, je lui dis, des fois, je lui disais à ma sœur, est-ce qu'il le mérite? Parce que de toute façon, il veut pas la voir. Alors, une fois qu'elle sera morte, est-ce qu'elle aura besoin? Voilà. Mais bon, c'est des choses qu'on dit. Après, quand les choses se présentent, on le fait. Et alors aujourd'hui, puisque c'est ma sœur qui a appris le décès, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, avant d'aller voir maman, parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre, et je lui dis, mais finalement, comment t'as su, quoi, tout ça? Elle me dit, mais je vais te raconter la vérité. Et en fait, bon, elle l'a appris par de la famille qui est à l'étranger, parce que la famille pensait qu'elle était au courant, bien sûr. Et donc, elle me dit, enfin, je lui dis, mais tu l'as appris quand? Alors elle me dit, je l'ai appris lundi ou mardi, puisqu'ils l'ont enterré mercredi. Elle a dû l'apprendre lundi ou mardi. Alors elle me dit, mais j'étais complètement effondrée, machin, tout ça. Et elle me dit, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, on est parti directement, je ne vais pas citer de ville, dans la ville où il a été enterré. Elle est allée directement au funérarium et elle a voulu voir mon frère. Et tout ça, elle ne m'avait pas prévenue à moi. Alors, parce qu'en fait, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit, parce que je pensais que tu le savais et que tu ne m'avais pas prévenue. Bon, voilà. Donc, je dis non, quand même, je t'aurais prévenu. Bon. Alors, elle est allée direct au funérarium et... elle a demandé à voir mon frère et ils lui ont dit que c'était pas possible, que la famille refusait, que qui que ce soit le voie. Donc ils avaient fait un barrage. Ouais. Donc elle a mis un mot quand même sur un registre et ensuite elle s'est renseignée sur l'heure de la cérémonie et elle était à l'écart. Elle a vu donc toute la famille arriver, mais après dans l'église elle n'est pas rentrée. Elle n'a pas osé s'approcher. Non, parce qu'elle a eu peur un peu d'un esclandre de ma belle-sœur. Elle m'a dit, tu comprends, s'il y avait eu un esclandre... Oui, donc il y a vraiment des différends profonds. Oui. Oui, quand même. Hein. Oui. Qui vont bien au-delà des problèmes. Enfin, il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des... Bon, vous ne pouvez pas développer là, mais... Mais quand on sait, quand on connaît, je veux dire, comme dans souvent dans les familles. Grave, quoi. Enfin, non. Je sais, il y a pas. Oui, je comprends, mais des choses qui s'accumulent, des malentendus au fil des années et qui sont parfois difficiles à rattraper. Il faudrait pouvoir en parler, mais après les enfants héritent de cela parce qu'ils sentent que leurs parents est en difficulté, est en souffrance, donc ils en veulent du coup aussi.
à leurs oncles ou à leurs tantes parce qu'ils sentent que leur père ou leur mère est en difficulté dans cette relation, donc ils font corps avec le père ou la mère, donc ça traverse les générations. Donc c'est pour ça que je vous demandais parfois si vous envisagiez, c'est peut-être tôt, hein, là vous êtes sous le coup de l'annonce du décès, mais peut-être, puisque votre mère non plus ne voit plus ses petits-enfants. Mais non, personne. Peut-être si, pour savoir un peu ce qui s'est passé, ou pour peut-être essayer de tenter, en tout cas, de reprendre un contact en disant, ou avec une lettre, en disant que vous avez appris. C'est une façon de se manifester. Je trouve un peu terrible de dire, puisque on entend bien, ça ne vous laisse pas indifférente. Non, d'apprendre la mort de votre frère. Et moi, j'ai fait des tentatives pour aller le voir. Il y a 2 ans. Mais j'entends, et vous m'en parlez pour en parler. Alors au départ, c'était par rapport à votre mère, et je ne peux que vous approuver dans la démarche que vous avez eue d'en avoir parlé à votre mère, parce que comme vous l'avez très justement dit, elle avait le droit de savoir. Il s'agissait de son fils. Elle vous l'a dit d'ailleurs. Ah oui, c'est pas parce qu'elle est âgée que le côté de la préserver de quoi? C'est quand même son fils. Donc elle a le droit de savoir et de savoir qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus en vie. Mais bien sûr qu'après, il y a ce chagrin qui est le sien, et perdre un enfant est terrible, et quel que soit l'âge que l'on a. Mais en plus, comme vous dites, là aussi, elle aurait pu l'apprendre de façon indirecte. Et là, ça aurait été redoutable. Quelqu'un qui lui présente ses condoléances, quelqu'un qui venait vers elle, enfin un étranger. Donc, heureusement que vous lui avez annoncé, vous et votre sœur, en prenant les précautions nécessaires. Là, on a fait abstraction de tout. Bien sûr. De toute façon, c'était des petits différends. Là, voilà, elle est venue, on en a parlé, puis on est allé la voir, et voilà. On appréhendait énormément, mais je me dis que par rapport, peut-être je pense à vos neveux et nièces, enfin, je me dis, étant donné ce qui a pu se passer, peut-être que ça peut être, il peut y avoir une lettre, quelque chose de fait pour, à réfléchir, hein, parce que cette mort ne reste pas. Vous voyez, ça peut être perçu encore. Ils peuvent se dire, notre père est mort et dans l'indifférence. Oui, et puis ils peuvent se dire que c'est de l'intrusion aussi. Je sais pas vous dire. Tout dépend de la lettre. Hein. Moi, il y a des lettres. Une lettre, oui. Il y a tout dépend dans les mots. Enfin, bien sûr. Il s'agit pas de revenir sur l'histoire de la famille, sur l'indifférent, sur les différents, pardon, mais sur évoquer leur père et sur ce que vous avez pu ressentir, et puis peut-être après quelque chose par rapport à eux. Là, une lettre, après, ils ont le choix d'y répondre ou pas. C'est pas la même chose que de se présenter, que de téléphoner. C'est beaucoup moins intrusif, justement. Maman, toute la journée, là, 2 ou 3 fois, elle voulait voir mon neveu, qui est le seul garçon, puisqu'il y a un garçon et 2 filles. Donc, elle faisait que nous dire, moi, je veux le voir, je veux aller le voir, je veux le voir. Mais bon, je sais pas. J'avais parlé à mes fils. Moi, j'ai un fils aussi de 37 ans et un de 30 ans. Et mon fils aîné était allé voir mon neveu 2 ou 3 fois. Ils étaient dans la même ville. En fait, et ça c'est vrai parce que moi j'ai ressenti aussi, mon frère avait réussi, si vous voulez, dans son travail. Et si vous voulez, mes parents, c'est des ouvriers. C'est des gens très simples. Et en fait, ils en avaient honte, quoi. Vous voyez ? Et si vous voulez, quand mon frère recevait du monde et que mes parents arrivaient, mon père était réfugié espagnol, vous voyez, il parlait pas très bien le français. Et voilà, c'est des ouvriers, ils sont voilà. Et quand ils arrivaient chez eux, ils les faisaient pas rentrer, ils avaient honte. Et après, ça s'est traduit pareil chez les enfants. Parce que moi, mon fils aîné, qui a une situation de tout ça, mais quand il arrivait chez mon neveu, mon fils, il m'a dit texto tout à l'heure, mais tu sais, maman, moi, quand j'arrivais chez eux, j'avais l'impression d'être une sous-merde, quoi. Ils nous traitaient comme, enfin voilà. Mais vous pensez que c'était vraiment de la honte parce que c'était les neveux, c'était le fils de votre frère? Oui. Mais pourtant, il était issu de la même famille. Oui,
Oui, mes parents, quand ils étaient petits, les ont beaucoup gâtés. Mes parents ont été, quand ils étaient jeunes, mais même moi, puisque mon neveu, en fait, il est né en 69 et mon fils est né en 74. Oui. Et mon neveu, c'est mon filleul. Il venait tout le temps à la maison. Oui. Et je le prenais en vacances, etc. Et quand mon fils est né, il a très mal vécu parce qu'il comprenait pas, quoi. Voilà. Et il me disait toujours pourquoi il y a des photos de ton... Enfin, il me parlait du prénom de mon fils et pas de moi, etc. Voilà. Et après, mes parents l'ont beaucoup gâté, etc. Et puis après, il y a eu des conflits familiaux, voilà, pour des choses contre ma belle-sœur, qui, voilà, enfin, je sais pas, entre mes parents et ma belle-sœur, quoi. Par rapport à ça. Peut-être qu'ils ont pu à un moment ressentir, à un moment de leur vie, une honte par rapport à leur origine sociale, oui, mais que ça a pu évoluer, ce qui n'avait évidemment pas lieu d'être, hein, parce qu'il n'y a pas de honte à ces origines ouvrières, réfugiés espagnols, au contraire. Non, mais peut-être qu'à un moment, votre fils avait raison, mais que ça aussi, ça peut évoluer, mais que lui, il en garde aussi cette honte qu'on ait pu avoir honte, vous voyez, mais qu'entre-temps, ils ont pu évoluer eux aussi. Disons que le problème, c'est qu'après, chacun reste figé dans ses préjugés. Mais ça, je suis d'accord. Parce que moi, il y a 2 ou 3 ans, j'avais rencontré mon neveu, parce que moi, dans mon métier, je suis dans l'immobilier, je suis amenée à le croiser chez des gens, parce que bon, voilà. Et un jour, je l'ai rencontré, je lui ai dit, comment va ton père, etc. Je lui ai dit, ça me plairait de le voir. Oh, moi, je rentre pas là-dedans. Il m'avait dit, parce que tu comprends, j'ai assez de problèmes avec lui, il s'enflamme de suite, je veux pas. Et j'ai bien senti qu'il voulait surtout pas, voilà, s'en mêler, dire quoi que ce soit, et je l'ai senti tendu, quoi. Et voilà. Bon, écoutez, de toute façon, je pense que c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a, comme vous dites beaucoup, il y a toute une histoire familiale derrière. Par rapport à votre mère, vous avez extrêmement bien fait. Il ne pouvait pas en être autrement parce qu'il s'agit de son fils et vous ne pouviez pas la priver de cette vérité-là. Il était important qu'elle... et comment maintenant, peut-être, effectivement, il peut y avoir une lettre faite. Vous verrez bien. Après, c'est quelque chose qui peut être mis à réfléchir. Ça peut. Mais je crois que si ça devait être fait, c'est pareil. Il faut pas non plus que ça soit fait dans 6 mois, hein, parce que ça n'aurait pas de sens non plus. Donc, à voir. Mais je crois, par rapport, en tout cas, encore une fois, je vous le redis, par rapport à votre mère, vous avez pris vous et votre sœur la bonne décision. Bon courage à vous, Marie. Au revoir. Un petit message d'Osiris qui dit: les difficultés se surmontent, les regrets restent, à propos du témoignage de Marie. Et puis je voulais embrasser très chaleureusement Pascalie qui me dit: je vous écoute depuis le Burkina Faso avec mes collègues infirmières. Ici nous disons que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village, et la libre antenne est un beau et réconfortant village. Alors nous embrassons très affectueusement tous les auditeurs d'Europe 1. Pascaline de l'orphelinat de Ouagadougou. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Au sujet de Marie qui nous parlait de son frère dont elle a appris le décès ces jours-ci.
aussi, frère qu'elle n'avait pas revu depuis des années et dont elle se demandait si elle devait annoncer le décès à sa mère. Le subversif dit, n'est-ce pas, essentiellement la culpabilité qui tourmente Marie ainsi que sa mère par rapport à ce fils au loin et disparu aujourd'hui, auquel cas mieux vaut le remords d'une lettre que le regret. Bonsoir Solange. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais essayer de retrouver mes esprits parce que l'actualité était dense. Bon voilà, je vous appelle. Je dois dire que j'avais eu l'occasion d'intervenir 2-3 fois sur l'antenne de votre émission pour exposer quelques bribes comme ça de mon histoire un peu difficile. Donc je suis en période d'écriture, mais je reprends un ouvrage que j'avais commencé il y a quelques années pour témoigner d'un récit d'une partie de mon enfance, de l'adolescence plus exactement, puisque j'ai subi des violences sexuelles à l'âge de 11 ans. Et j'ai continué donc comme si de rien n'était, dans le silence, j'ai continué à vivre ou à survivre l'adolescence, le mariage, les enfants, etc. Et puis, il y a quelques années, j'ai éprouvé le besoin, après 4 ans de psychothérapie, j'ai éprouvé le besoin de mettre tout ça par écrit, de formuler tout ça. J'ai envoyé une partie de la maquette de mon récit à un éditeur parisien qui a paru intéressé, tout en me demandant d'apporter quelques corrections parce qu'il trouvait le style peut-être trop journalistique et pas assez près de l'émotion. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti pour ma part. Donc j'ai repris ce récit depuis un an, à peu près un an et demi, et j'arrive à un point où il m'est difficile d'avancer, où j'avance péniblement étape par étape, en reprenant mon premier récit, mais qui n'est pas dans la même veine que celui que j'écris maintenant, tout en ayant les mêmes souvenirs. Les souvenirs sont les mêmes, mais j'allais dire plus vivaces. Et d'ailleurs, je voudrais comprendre pourquoi justement ça ressurgit de cette façon aussi vivace maintenant, alors que je suis à la retraite. Alors ceci explique peut-être cela, je ne sais pas, par rapport à la vie active. Donc j'ai effectivement plus de temps à consacrer et paradoxalement, je vous dis, il y a des moments dans la journée lorsque j'écris où je suis obligée de m'interrompre parce que je prends des crises de palpitations, d'angoisse au moment où j'écris, et ça devient handicapant parce que ça rejaillit sur ma santé. Inutile de vous dire que j'ai fait une énorme dépression à force d'enterrer tous ces non-dits, tous ces secrets. J'ai fait une énorme dépression il y a quelques années. Donc je suis déjà sous anxiolytique, mais mon corps s'est hélas habitué. Donc je ne veux pas exagérer là-dessus non plus. Et je souhaitais être en contact avec vous pour que vous puissiez m'orienter peut-être un peu en me disant quelle serait une méthode. Il n'y en a pas de miraculeuse dans ce domaine, mais là je sens que ça passe vraiment par mon corps somatise vraiment. Je fais des cauchemars, j'ai plus de 65 ans et je fais encore des cauchemars qui me réveillent la nuit
en sueur, j'ai le souffle coupé, je suis obligée de me calmer, de me rendormir. Voilà, donc comme ça devient un peu intenable, je me posais la question de savoir s'il fallait reprendre une psychothérapie, ce qui m'avait paru à l'époque à peu près réglé dans ces 4 ans précédents, ou est-ce qu'il existerait une autre thérapie plus adaptée à ce genre d'agression, qui est un traumatisme qui subsiste, quoi. Quelle thérapie aviez-vous faite? J'étais allée consulter un psychothérapeute sans où je dialoguais, enfin oui, je dialoguais. Nous dialoguions avec en face à face, le psychologue en face à face, oui. Il me répondait, il me questionnait par moments, tout en me laissant parler. Mais il est arrivé, au bout de 4 ans, il est arrivé un moment où je trouvais qu'il, justement, ne me posait plus assez de questions et j'avais l'impression de monologuer. Et du coup, de ne plus avancer beaucoup. Il me semblait avoir fait le tour de la question. Et comme j'avais à peu près retrouvé un certain calme, une certaine sérénité, j'ai arrêté les séances avec ce psychologue. J'avais moins, c'est pas que je n'en avais pas, mais j'avais moins de manifestations somatiques comme actuellement. Oui, mais là, elles reprennent. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui demande à être élaboré. C'est-à-dire qu'il y a le signe d'une angoisse. Oui. Or, vous êtes dans ce travail d'écriture. Oui. Travail d'écriture qui n'est pas seulement pour vous-même, mais que vous souhaitez rendre public, ce qui n'est pas anodin, puisque vous l'avez envoyé à une maison d'édition. Oui, donc exactement. tout cela a un sens. Oui. C'est-à-dire que de ce traumatisme que vous avez vécu, vous voulez en faire un livre, un témoignage et le mettre sur la place publique. Donc ça aussi, ça a un sens pour vous. Oui. Et finalement, vous êtes rattrapé par cela. Là, l'éditeur vous dit le style est trop journalistique, pas assez près de l'émotion. Vous redemande de travailler. Alors, vous le retravaillez et vos émotions vous submergent. Exactement. Bon, il faut peut-être entendre, parce que vous imposez-vous, là? Ce que je m'impose, je vais reprendre juste un tout petit peu avant. C'est lorsque vous faites allusion au fait que je veuille le rendre public, c'est peut-être justement pour essayer d'être entendu, d'être lu bien sûr, mais être entendu à l'extérieur de ma famille. Parce que ma famille, je pense que ça n'est pas très utile de le dire, mais je le précise quand même, la famille dans son ensemble a carrément ignoré, à commencer par ma mère, qui est dans le déni le plus total et qui m'a rejetée. Après, il faut gérer ça avec mes enfants, ce que j'ai fait en leur en parlant. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais il m'a semblé, compte tenu de leur âge, qu'ils étaient en mesure de l'entendre. Et le rendre public pour moi, c'est pas simple. C'est le fait de ne pas avoir pu avoir un procès en son temps et qui m'aurait peut-être libérée. Je ne sais pas, mais je le pense. Et d'être lu, je me dis aussi que des livres dans ce domaine-là m'ont beaucoup aidé il y a quelques années à élaborer le début de mon écriture et à me dire aussi, à me rassurer peut-être,
en me disant que mes souvenirs n'étaient pas de faux souvenirs, comme le disent un certain auteur. Donc, je l'entends aussi dire dans certaines émissions à la télévision, on se fabrique parfois de faux souvenirs. Il faut se méfier. À propos d'Outreau, précisément, oui, mais les enfants ont une facilité de se construire de faux souvenirs. Et ça m'horripile tellement. Oui, non, mais enfin, à propos d'Outreau, il faut quand même dire qu'il y a eu des gens qui ont été accusés à tort, et c'est épouvantable pour ces personnes dont la vie a été détruite à un moment donné. Cela dit, il ne faut pas oublier non plus que les enfants avaient été réellement victimes d'abus par la mère. Ah, mais il faut pas, non, parce qu'on oublie aussi cet aspect-là des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont désigné aussi d'autres personnes. C'est-à-dire que les enfants peuvent aussi désigner d'autres personnes, et on le voit parfois dans des affaires d'abus sexuels, où pour protéger un parent, ils vont désigner d'autres auteurs. Ils ont été pris dans le délire de la mère, et bon, bien sûr que l'enfant peut mentir, peut affabuler, ça c'est certain. Mais on oublie aussi dans l'affaire d'Outreau que les enfants ont réellement été victimes d'abus. Bien sûr. Je rebondis juste sur ça. Oui, pas de la part de ceux qui ont été accusés au départ. Voilà. Oui. Non, mais je remercie de le préciser. Cela dit, dans ce que vous a dit l'éditeur, trop journalistique, ben oui, mais vous avez, c'est intéressant parce que pour que ce soit... Boris Cyrulnik en parle souvent dans ses histoires comme ça, très intimes, ou quand il y a du trauma. Oui. Pour que ce soit lu, pour que ce soit entendu, je vais même dire pour que ce soit acceptable. Oui. Il faut souvent qu'il y ait une mise à distance. Parce que sinon, on est dans une réalité trop crue qui fait qu'on tombe dans quelque chose où le lecteur se sent voyeur. Donc, souvent, soit c'est écrit sous forme romancée, même si on sait que l'auteur est lui-même la personne qui a vécu cela, mais il y a une forme il y a quand même cette mise à distance qui fait que on peut lire, s'identifier, et qu'il y a cette écriture qui rend les choses crédibles. C'est pas que non. Mais non, vous voyez, vous revenez à la crédibilité. Pas crédible. Oui, bien sûr. Mais oui, parce que vous, voilà, c'est votre, c'est pour ça que je vous posais la question. Pourquoi publier autre ? Parce que vous avez besoin de cette crédibilité. Et c'est peut-être là le problème, c'est-à-dire pour le moment. Et c'est qu'il y a peut-être une confusion. C'est-à-dire ? Eh bien, une confusion, c'est que vous avez besoin d'être cru et d'être reconnu. Reconnu, je ne sais pas, pas en tant que notoriété. Non, j'ai pas dit ça. Oui, reconnu en tant qu'ayant vécu... reconnu, c'est fait. Reconnu en tant qu'enfant ayant été victime d'abus. Oui. Mais moi, je me dis, effectivement, par rapport à la question que vous me posez, que... Ce qui ne veut pas dire que vous devez, que vous ne pouvez pas en parallèle continuer ce travail d'écriture, mais étant donné toutes ces émotions, toutes ces somatisations qui remontent à la surface, qu'il y a lieu de reprendre ce travail de thérapie. Parce que là, c'est l'angoisse qui vous submerge. Et que 4 ans, effectivement, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est pas énorme, 4 ans de thérapie. Oui, c'est la question que je me posais, oui. Et surtout, vous dites un monologue. Vous voyez, vous dites au départ, vous étiez avec un thérapeute, vous étiez dans un dialogue. Oui. Mais dans une psychothérapie, par exemple, de type analytique, le psychothérapeute, il sert d'abord à écouter, certes. Une oreille, oui. Des deux, si possible.
Il a les deux bien en alerte. Oui. Mais à entendre, et ces termes pour un psychanalyste ou pour un psychothérapeute d'inspiration psychanalytique ont un sens bien particulier. Parce que pour lui, il s'agit de repérer ce qui se cache derrière les mots qui sont dits. D'accord. Parce que les mots ont toujours un sens caché. C'est vrai, oui. Oui. Donc, il faut aller au-delà de ce qui est dit, au-delà des mots. Oui, bien sûr. Donc, c'est une écoute très particulière et c'est là où l'écriture, qui évidemment peut avoir un côté libérateur, mais l'écriture n'est pas thérapeutique. Parce que dans l'écriture, moi je ne crois pas à ça, l'écriture n'a pas ce côté, c'est pas un autre qui va vous écouter et un autre qui a cette formation à l'écoute. L'écriture, c'est vous qui écrivez. C'est entre vous et vous. Oui, d'accord. Or, cet autre, si vous voulez, il va entendre autre chose derrière les mots qui peuvent lui être dits, pouvoir vous donner des interprétations. Et puis surtout, il va y avoir un transfert sur ce thérapeute. C'est-à-dire, on prête un savoir à son thérapeute. J'ai connu ça, oui. Et puis, ça va permettre de revivre tout ce que l'on a vécu. Donc, le thérapeute, pour ses patients, c'est un inconnu. On ignore ce qu'est la réalité de sa vie, ce qu'il pense, ce qu'il croit. Donc, on peut projeter sur lui tout ce qu'on veut. Donc, on projette des sentiments qui le concernent et on peut penser, je sais pas, qu'il nous méprise, qu'il nous manque, qu'il nous trouve stupides ou qu'au contraire, tout ce que, en fait, on a vécu dans notre enfance. Et donc, en rejoignant tout cela avec le thérapeute, on va pouvoir revivre tous les sentiments qu'on a rencontrés autrefois, on va les réactualiser dans cette cure, on va les reconnaître, les identifier, et on va pouvoir s'en débarrasser. D'accord, je comprends. Oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, effectivement. Or, là, je pense que pour le moment, vous êtes tellement submergé, voyez, vous êtes tellement, c'est-à-dire que il y a un moment où même si vous avez parlé, ça peut arriver d'ailleurs même quand on a fait un travail sur soi, on peut être confronté à une réalité qui est tellement bouleversante que le corps prend le relais, parce qu'on est rattrapé. Et dans les faits, vous avez été agressé dans votre corps. Alors, évidemment, pas seulement dans votre corps, mais aussi dans votre psychisme. Parce que une agression sexuelle comme ça, quand on est une enfant, alors adulte aussi, mais quand on est une enfant, la sexualité adulte qui fait, c'est une véritable effraction dans la vie comme ça d'un enfant, effraction évidemment sur le plan corporel et aussi sur le plan psychique. Donc votre corps est en train de réagir et vous ne pouvez plus véritablement écrire. En tout cas, pas comme vous le souhaiteriez. Oui, d'accord, je comprends, oui. Enfin, j'entends ce que vous me dites. C'est pourquoi j'ai posé la question. Il m'a semblé que si j'avais ces moments de réactivation, c'est que mon corps le demandait. Enfin, demandait autre chose que ce que j'étais probablement en train de faire. Parce que je ressens quand même le besoin de l'extérioriser avec... Oui. Ah oui, mais pourquoi pas ? Ça, je ne vous dis pas... Oui. Pourquoi ? Oui. Parce que
j'ai l'impression comment dire, qu'à mon âge, justement, et c'est ce qui me surprend, certains souvenirs sont encore plus denses qu'à cette période-là, au niveau psychique, j'entends, sont encore plus denses parce que j'entends aussi dans l'actualité les enfants agressés. Oui. Ça m'est insupportable. Et chaque fait divers réactive aussi en moi, ça fait écho en moi. Oui. Et ça réactualise tout. Oui, Mais vous savez, vous dites à votre âge, il n'y a pas d'âge. Pour l'inconscient ignore le temps. C'est-à-dire ce qui s'est passé pour vous quand vous aviez 11 ans, dans votre inconscient, ça peut être comme si ça s'était passé hier. Un trauma aussi important, ça peut être comme si ça s'était passé hier. Donc si effectivement vous entendez dans l'actualité qu'un enfant a été agressé, ça vient complètement se superposer à ce que vous avez vécu vous. Et donc vous pouvez être du coup somatisé parce que ça fait ressurgir l'angoisse qui va s'exprimer de cette façon-là. Mais d'où l'importance de pouvoir en parler. Oui. Pour vous déjà. Et par rapport au travail que vous entreprenez, parce que c'est pas incompatible. Oui, d'accord. D'accord, mais je dois en quelque sorte suspendre l'écriture pour l'instant et reprendre le chemin d'une thérapie psychanalytique. Je pense, oui. Étant donné, je pense que vraiment là, compte tenu de ce que vous me dites, oui, c'est vraiment plutôt d'orientation psychanalytique. Ce que je vais vous dire, c'est que ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément toujours du dialogue, hein. Oui, ça. Il faut vous attendre à ça. Mais c'est aussi comme cela que vous allez un peu avancer, c'est-à-dire en acceptant d'être un peu face à vous-même, parce que le dialogue, ça peut paraître agréable d'être en face de quelqu'un qui, vous répond du dialogue, on a l'impression que l'on avance, qu'il y a un échange, mais que l'on émerge quelqu'un en face de soi qui écoute, quoi. En fait, c'est ça. Au départ, la démarche naïve que l'on peut faire, c'est de se dire j'ai quelqu'un qui comprend peut-être, qui comprend, qui écoute. Mais ça ne veut pas dire parce que la personne ne répond pas qu'elle ne vous écoute pas. Oui, je comprends. Alors, ça ne veut pas dire que vous restez plongé dans le silence pendant tout le temps de la séance. Oui. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas dans un dialogue comme on l'est là actuellement, parce qu'encore une fois, je précise que on est à la radio et que donc l'exercice est tout à fait différent. Moi, je suis chargée d'animer une émission, donc on ne fait pas de consultation à la radio. Bien sûr. Dans une consultation, j'agirais totalement différemment, par exemple. J'aurais pas un échange avec vous comme je l'ai là. En tout cas, une première séance, oui, mais pas dans les séances suivantes. D'accord. Je vous laisserai beaucoup plus parler. Est-ce qu'il y aurait une orientation qui conviendrait mieux qu'une autre, selon les... C'est-à-dire ? Selon les... Il y a eu plusieurs écoles, freudienne, lacanienne, etc. Donc, est-ce que ça a une importance ? Alors, écoutez, si déjà le côté vous fait un petit peu peur, le côté l'analyse, enfin le côté un peu dogmatique pur et dur, peut-être j'irais plutôt freudien. Voilà. Parce qu'en général, parce qu'ils ont des séances un peu plus longues. En moins de 30 minutes. Et puis, mais vous pouvez tomber sur un psychothérapeute qui est... si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être quelqu'un qui est en face à face et qui va quand même... qui va pas vous laisser dans le silence. Vous pouvez dire aussi que le silence vous angoisse. Ça peut être un sujet de... Vous voyez, travailler autour de ça. Pourquoi ça vous angoisse autant ?
ça peut être intéressant. Oui, vous pouvez aussi en parler. Par rapport à ce que vous disiez autour de l'écriture, le subversif envoie un message pour dire l'écriture revisite pour mettre à distance. C'est une façon d'autopsychodrame qui peut être spectaculaire. Et il ajoute, impliquez-vous en concevant votre personne de l'extérieur, romancez votre vérité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est une façon de... C'est ce qui fait que certains romans, on parle de romans autobiographiques paradoxalement, font qu'il y a des... Le sujet est très dur et on peut le lire et on peut vraiment... Le livre ne nous tombe pas des mains parce qu'on le lit comme un roman, alors qu'on sait que les faits sont réels, mais parce que c'est écrit, c'est romancé, et donc du coup il n'y a pas cette dimension pathos, vous voyez, où on n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas dans le côté détective, quoi, le journal détective, où vous voyez, où on s'en prend plein la figure et où alors il y a des gens qui sont friands de ça, hein, évidemment, mais on entend bien que c'est pas votre but. Non. Voilà. Oui. Je comprends, ce qui fait que je reviens un peu finalement à enfin, tout ce que vous venez de me dire me ramène à ma première écriture où j'avais pris soin de distancier les faits. Alors distancier les faits, ça veut pas dire, voilà, ça veut pas dire à un moment vous aviez peut-être tellement peur que c'était presque comme un reportage, voyez, où il n'y a pas trop d'émotion. Voilà, donc vous allez peut-être justement trouver ce juste milieu. Bon. Je vous remercie, Caroline. Mais je vous en prie. Ça m'a aidé, ça m'a éclairé. Tant mieux. Merci beaucoup. Au revoir, Solange. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Les Rolling Stones, Angie. Ah, ça fait plaisir à Sergio qui dit hier les Beatles, aujourd'hui Angie des Stones. On est vraiment gâtés. Merci, monsieur Bertrand. Et puis ça fait plaisir à Petite Hirondelle aussi. Voilà, écoutez, ravi que la musique vous plaise. Un petit message de Grégory suite au témoignage de Solange qui dit l'éditeur a réactivé peut-être le traumatisme subi en n'acceptant pas finalement ce qu'avait proposé le travail fait par Solange, ce qui l'a plongé dans un profond malaise. Solange peut faire appel au service d'un écrivain public biographe des anonymes pour l'aider dans son travail et prendre ainsi du recul par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Bon courage à elle. Il y a aussi des ateliers d'écriture qui peuvent l'aider. Alors, il n'y en a pas partout, évidemment. Tout dépend dans quelle ville Solange se trouve. Mais de plus en plus se mettent en place comme ça des ateliers d'écriture. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut travailler en groupe et ça peut être assez stimulant. Il y a Valérie aussi qui dit courage à cette dame. Son témoignage me touche beaucoup. Et puis il y avait Pascal qui, elle, réagissait au témoignage de Marie qui nous parlait de son frère, qui dit j'ai vécu la même chose à la mort de mon frère. J'ai pris contact avec ma famille et je suis toujours brouillée avec elle, mais je me dis que j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Je n'ai rien à me reprocher ainsi. Personne ne m'avait prévenu du décès. J'ai été avertie seulement 3 semaines après son enterrement. Bonsoir Damien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très content de vous entendre. Mais moi aussi. Donc, en fait, je ne sais pas par quoi commencer. Je vais, en gros, pour vous raconter mon histoire, je suis en conflit avec mes parents depuis que j'ai 16, 17 ans. J'en ai 28. Et ça va de mal en pis depuis chaque année. C'est encore de plus en plus dur. Jusqu'à il y a 2 ans où, en fait, chaque année, j'allais les voir pour les fêtes de Noël. Et l'an dernier, je n'y suis pas allé, je ne compte pas y aller cette année, car les relations avec ma famille se sont fortement aggravées.
Et j'en souffre beaucoup. Comment dire, dès qu'on se parle au téléphone, c'est des insultes, c'est des reproches. Et en fait, c'est dû à mon homosexualité. Et qu'ils n'acceptent pas sûrement. Et moi, comme je leur en veux également, donc on n'avance pas, si vous voulez. Et moi, je suis à un stade où je me demande s'il faut couper les ponts définitivement avec eux, ou justement, c'est pour ça que je vous appelle. Est-ce qu'il y a sinon une autre façon, sans couper les ponts, pour rétablir une sérénité avec ma famille, quoi. Ce qui me semble au jour d'aujourd'hui difficile. Donc, quand vous les appelez... Je les appelle rarement, hein. C'est une fois tous les 6 mois. Hein. Oui, effectivement, c'est très rare. Mais quand vous les appelez, vous dites ce sont des insultes au téléphone, donc pas d'emblée quand même, j'imagine. Vous les appelez pour prendre des nouvelles ? Non, moi j'appelle jamais, c'est ma mère qui appelle. D'accord. Mon père ne parle pas, je lui ai parlé. Oui. Et ma mère, elle commence gentiment à me dire ça va, oui. La santé. Oui, en fait, elle dit ça parce que quand j'ai fugué à 17 ans du domicile, jusqu'à ma majorité, j'ai fugué, je leur ai pas donné de nouvelles pour pas qu'ils m'envoient à la police et qu'on me renvoie chez mes parents. Et ma mère, donc, à chaque fois, elle s'inquiète, elle me dit pardon, j'ai oublié. Et à la fin pendant ma fugue, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que ça n'allait pas du tout. Et ma mère, elle commence par me dire comment ça va la santé, et elle commence à parler. Elle n'a pas compris. Elle commence à me dire tu as trouvé une petite amie. Elle n'arrive pas à se mettre en tête que je suis homosexuelle. Et ça m'énerve. Oui. Et mes parents m'irritent, si vous voulez. Je peux pas les voir en peinture et Alors, je sais pas, c'est horrible à dire, mais... Oui, parce que c'est toujours un peu la même façon de faire. Donc, elle prend des nouvelles de votre santé. Voilà. Et puis après, elle vous demande si vous avez une petite amie. Voilà. Donc, elle est elle espère, au fond, que vous puissiez lui répondre oui, mais pour vous, c'est assez insupportable puisqu'elle elle est dans un déni de la réalité. C'est en partie de ma part, parce que moi, je m'emporte assez vite. Oui. Et puis, je commence à crier, parce que ma mère a été très dure avec moi pour mon éducation. C'est une femme qui ne parle presque pas, qui n'a pas de sensibilité. Enfin, qui ne le montre pas, en tout cas. Et elle a été très dure avec moi, pas que moi, j'ai un frère et une sœur aussi. Et je lui en veux énormément, mais j'avais écrit un courrier de 2 pages où je lui disais tout ce que je lui reprochais, mais je l'ai brûlé. J'ai pas eu la force d'envoyer Ah oui, c'est dommage. Non, j'ai pas eu la force. Au dernier moment, j'ai relu ce texte et puis j'ai dit non, c'est trop. Il ne vous plaisait pas? Si, mais c'était trop parce que je lui disais tout ce qui n'allait pas. Oui, alors peut-être que si c'était un peu agressif, c'était peut-être pas l'idéal. Voilà, c'était agressif. Et moi, si vous voulez, ce qui m'énerve le plus, c'est que ma mère n'admet pas qu'elle a mal agi. Et c'est ça qui me met en rogne. En quoi a-t-elle mal agi? Eh bien, de mon éducation, elle m'a toujours empêché de faire tout ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai voulu rentrer au conservatoire, elle me l'a interdit. À l'Opéra Junior, elle me l'a interdit également. Quand j'étais adolescent, elle ne me laissait rien faire. Elle a toujours été très dure avec moi. Elle m'a jamais battu, hein, mais psychologiquement, elle m'a un peu déstabilisé, si vous voulez. Et donc, j'ai fait cette tentative de suicide parce que j'en avais marre. Et alors, comment a-t-elle réagi après cette tentative de suicide? Elle m'a mis une gifle. Ah bon? En fait, j'avais avalé pas mal de médicaments avec du whisky. Je suis arrivé aux urgences. À mon réveil, ils m'ont enlevé les perfusions et tout. J'ai pu aller dans une grande salle où il y avait les gens s'assoient. Enfin bref.
Et ma mère est arrivée, la première chose qu'elle a fait, elle s'est approchée vers moi, elle m'a mis une gifle. Oui, elle a réagi sous le coup de la peur. C'était pas adapté sa réaction, mais elle a réagi sous le coup de la peur. Ce qui m'a le plus, c'est ça, je lui en voudrais toute ma vie. C'est que il y avait un médecin, un espèce de médecin, comment dire, horrible là. Enfin bon. Et ma mère et moi, j'étais encore très mal et je pensais au suicide tout le temps. Et ce médecin, il a convoqué mes parents et dans le bureau de ce médecin, le médecin a dit, il faut le mettre en placement d'office. Oui. Et moi, j'étais dans une pièce à côté, il y avait une vitre où on pouvait voir ma mère et mon père. Et j'ai vu mes parents signer ce papier pour qu'on m'enferme de force, comme si j'étais un criminel. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors c'est pas forcément... vous l'avez vécu comme ça, mais vos parents pouvaient être très inquiets. Et en plus, dans la mesure, et devait l'être d'ailleurs, c'est pas pouvaient, devait l'être, et dans la mesure où le médecin, qui quand même fait figure d'autorité, dit il est nécessaire d'hospitaliser votre fils, c'est aussi une mesure de protection. Vous, évidemment, vous le voyez comme criminel. Il ne s'agit pas de question d'être criminel, il s'agit de vous protéger. Non, et puis j'y suis quand même restée 9 mois. Oui, mais peut-être que... C'est très long, parce que si vous voulez, je suis restée 9 mois parce que j'avais toujours des idées noires, en plus de ça. Bah oui, mais parce qu'il y avait certainement un état dépressif très profond derrière. Dépressif, mais en plus mêlé d'une rancune tenace, parce que je suis rancunier à un point, je sais pas pourquoi, mais... Et j'en voulais tellement à mes parents, j'ai dit, comme ça, quand je vais mourir, ils vont souffrir, ils vont... Peut-être... Vous voyez, c'est un peu illogique, mais j'ai beaucoup souffert. Et alors, le problème, mourir, c'était les atteindre, leur... voilà. Oui, mais du coup, on peut comprendre aussi, c'était aussi une façon de vous protéger, parce que rentrer chez vous, vous faire sortir, arrêter l'hospitalisation et revenir dans votre milieu familial, c'était vous mettre en danger. Non, mais justement, moi, pour vivre mon homosexualité, parce que mes parents habitent un petit village de 1300 habitants, un truc comme ça. Et moi, je peux pas vivre mon homosexualité dans un village comme ça. Moi, il me faut une grande ville où il y a une mixité, où il y a des lieux où on peut boire tranquillement un verre alors sans se faire agresser. Je pouvais pas chez eux faire ça, parce que dans ce village... Qu'est-ce que vous vouliez ? J'avais 17 ans, quoi. Donc, mais vous savez, Damien, je pense que en même temps, quand votre mère essaie de vous appeler, c'est qu'elle fait un pas vers vous. Alors, elle essaie... Alors elle fait ça par charité chrétienne. Oh, écoutez, je pense là, non, je crois qu'il y a beaucoup de colère en vous et bon, on peut comprendre, mais non, je pense que ça va quand même au-delà. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Elle ne m'a jamais soutenue, alors que mon frère, ma sœur et sa fille, donc sa petite fille, elle est toujours là à s'en occuper, à leur donner de l'argent quand ils sont dans le besoin. Moi, je parle pas pour l'argent, mais moi, elle ne s'occupe, elle agit pas comme eux avec moi. Oui, mais parce que vous sortez de l'image qu'ils se sont faites de vous. Vous dites par charité chrétienne, vos parents sont croyants, pratiquants? Oui, je suis allé à l'église jusqu'à ma confirmation et ma profession de foi. Et on est une famille, comme c'est un petit village, la plupart des gens vont à l'église le dimanche. Mais moi, j'ai grandi dans le catholicisme romain, je veux dire. Oui, mais moi, je pense, Damien, qu'il faudrait quand même, soit vous, que vous fassiez, que vous voyez quelqu'un. Je sais que vous avez dit au Standard, et on en avait déjà parlé l'année dernière, que vous fassiez un petit peu aider. Je sais que vous refusez cette perspective, mais ça serait quand même important que vous soyez un peu soutenu. Je vais vous expliquer une dernière chose. C'est que je me suis, désociabilisé. Mais c'est le problème. Hein. Maintenant, et que là, je n'exagère pas, je n'ai plus personne, je reste cloîtré chez moi, je ne fais plus rien, je suis dans un état de je sais pas vous dire,
Oui, mais vous ne pouvez pas Attendez. bien aller de cette façon-là. Donc déjà, il y a vos liens familiaux qui sont problématiques, vous vous désocialisez, vous restez cloîtré chez vous. Comment voulez-vous bien aller? Donc en plus, pourquoi Parce que refuser l'aide? Non mais voyez, vous enfermez vous-même. Alors vous dites, vous mettez en avant votre homosexualité, mais finalement ça devient que votre identité. J'ai envie de vous dire, vous ne vous résumez pas non plus qu'à cela. Ah non, Et finalement, c'est derrière ça, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de lien. Donc, à un moment, il y a une grande souffrance qui finit par vous oppresser. Et il est quand même important de pouvoir vous faire aider. Alors, je crois, on arrive au terme de cette émission, mais je crois qu'on va déjà au moins vous donner, je ne sais pas, on va pas dire dans l'antenne dans quelle ville vous vous trouvez, mais on va vous donner les coordonnées d'une association qui s'appelle Contact, qui est une association qui peut aider déjà aussi justement des jeunes ou moins jeunes homosexuels à parfois rétablir le lien comme ça avec leur famille, qui peut vous aider aussi à travers les difficultés que vous rencontrez à mieux vous accepter, à mieux vivre votre homosexualité. Donc ne raccrochez pas, Damien, parce que si déjà vous ne voulez pas consulter, on va pouvoir, non parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais au moins pouvoir vous donner les coordonnées de cette association que vous pourrez avec qui vous pourrez vous mettre en contact et auprès de qui vous pourrez trouver un soutien. Vraiment. Donc ne raccrochez pas, Damien, on vous donne tout ça hors antenne. Hein. Vanessa Paradis, La Seine. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves et excellent week-end. À lundi.